pour cette deuxième édition des webinars de la plateforme Pramix de l'OSU et Fluve, après la présentation du pôle organique au mois de mai. Aujourd'hui, nous vous présenterons le pôle biologique de cette plateforme. Donc, cette présentation ces webinars ont été préparés par l'équipe Pramix de l'OSU de l'Effluve et des chercheuses ingénieurs des laboratoires IES et l'ESU, avec le concours des services de l'UPEC, de l'UCDP et de la DSI. Et nous allons vous montrer les capacités des environ 20 instruments de ce pôle biologique pour vous montrer que c'est intéressant, ça peut être intéressant pour vous vraiment de les utiliser. Après la présentation qui démarrera d'ici très peu de temps, vous avez vraiment la possibilité de poser des questions. Donc, via le chat, déjà en parallèle à la présentation, vous pouvez vous y mettre. Voilà. Donc, profitez bien de ces webinars. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ces nouvelles matinales de la plateforme régionale d'analyse multimilieu des microcontaminants, Pramix. Je suis Mathias Beckmann, directeur de recherche au CNRS et directeur de l'Observatoire des sciences de l'univers Effluve. Le concept de ces matinales est de présenter les instruments de Pramix et leur potentiel analytique à l'aide de plusieurs séminaires. D'abord, je vous présenterai l'OSU Effluve, observatoire hébergeant la plateforme Pramix. Puis mes collègues vous présenteront cette plateforme et aujourd'hui notamment les instruments du pôle biologique. Ils vous exposeront des applications environnementales de recherche menées avec ces instruments. Enfin, nous vous indiquerons les offres et services proposés ainsi que le contenu des prochaines matinales.
L'Observatoire des sciences de l'univers, enveloppe fluide de la ville à l'exobiologie, donc l'OSU et Fluve, a débuté ses activités en 2013. C'est une composante de l'Université Paris-Est Créteil et une unité mixte de services de CNRS. L'Observatoire a 2 tutelles supplémentaires, l'École des ponts, des chaussées et l'Université de Paris. Avec ses 5 laboratoires membres, le CEREA, le CERTES, l'IES Paris, le LESU et le LISA, il regroupe environ 300 enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens, administratifs, doctorants et postdoctorants. L'OSU et l'ensemble de ces laboratoires sont un acteur majeur dans différents domaines des sciences de l'environnement, notamment concernant la pollution atmosphérique et celle de l'eau, également la qualité de l'air intérieur ainsi que la thermique des bâtiments, et enfin la qualité des sols urbains, leur biodiversité et leur éventuelle pollution. L'OSU a plusieurs missions. D'abord, promouvoir le développement des services d'observation, des infrastructures et de l'instrumentation dans le domaine des sciences de l'environnement. Nous avons mutualisé les compétences techniques et scientifiques dans les laboratoires et c'est dans cet esprit que nous avons mis en place la plateforme Pramix, un atelier de mécanique. Cela nous permet de mettre en œuvre avec les laboratoires une recherche intégrative de l'environnement couvrant les milieux air, eau, sol et bâti. Nous dispensons une formation continue. Mes collègues préciseront plus tard notre offre concernant la plateforme Pramix. Enfin, nous valorisons notre recherche et nous initions des débats sociétaux autour des problématiques environnementales. Pour finir, voici comment nous contacter. Et je vous dis au revoir, je vous remercie, je laisse la parole à ma collègue Émilie Coppos qui vous présentera la plateforme Pramix. Merci Mathias. Bonjour à tous, je suis Émilie Coppos, ingénieure de recherche à l'Université Paris-Est Créteil et responsable de la plateforme Pramix avec ma collègue Emmanuelle Mebold. L'idée générale de Pramix est de proposer une plateforme d'analyse environnementale de pointe en Île-de-France qui permette de traiter des échantillons de différents compartiments environnementaux. Notre plateforme se veut ouverte au monde de la recherche académique et aux entreprises. Notre originalité réside dans la possibilité d'analyser des échantillons dans les milieux air, eau et sol. La plateforme Pramix a été montée grâce au fort investissement de l'Université Paris-Est Créteil, de la région Île-de-France, des appels d'offres européens FEDER ainsi que du Conseil départemental du Val-de-Marne. De 2016 à 2019, nous avons pu acquérir de nombreux instruments de pointe dans les différents domaines analytiques que sont la chimie organique, inorganique et la biologie. La gouvernance, le fonctionnement et le mode d'accès à la plateforme ont été mis en place progressivement durant ces 4 années. Aujourd'hui, un premier ensemble d'instruments phares sont désormais pleinement utilisés en recherche et ouverts au monde académique et aux entreprises. Les équipements qui constituent Pramix sont le résultat d'un regroupement des besoins analytiques des laboratoires de recherche, fondateurs de l'OSU et Fluve, et travaillant dans les domaines de l'eau, de l'air et du sol. 3 pôles analytiques ont alors été constitués, regroupant les instruments nécessaires aux analyses organiques, inorganiques et biologiques dans ces différents milieux. Chaque pôle analytique regroupe des instruments sur toute la chaîne, allant de la préparation d'échantillons, au traitement ou à la purification de ces échantillons, jusqu'à l'analyse en elle-même. Les analyses environnementales nécessitant de pouvoir accéder aux traces et ultratraces de contaminants, les équipements acquis présentent des spécificités moléculaires élevées et une très forte sensibilité. Enfin, chacun des équipements est ouvert vers l'extérieur
par le biais de prestations ou de formations continues. 42 instruments sont ainsi regroupés dans les pôles biologiques, inorganiques et organiques. De nombreux équipements sont des équipements de préparation d'échantillons, comme les incubateurs, micro-ondes, oliophilisateur, extracteur. D'autres équipements sont purement analytiques, comme les chromatographes, les spectrophotomètres ou encore les CPMS. Les webinars d'aujourd'hui sont consacrés au pôle biologique. Celui-ci est constitué d'un grand nombre d'instruments allant de la préparation au traitement d'échantillons ou encore à leur analyse dans les domaines variés de la biologie, que sont la biologie moléculaire, la microbiologie, la biologie végétale ou encore l'écotoxicologie. Le pôle biologique comprend un fermenteur, un agitateur-incubateur de microplaques, un concentrateur et une centrifugeuse de microplaques, ainsi que des instruments d'analyse comme l'analyseur d'échange gazeux, un système d'analyse et d'acquisition de la fluorimétrie, une plateforme qPCR et ddPCR, un lecteur de microplaques et un analyseur d'images, et enfin un instrument d'analyse écotoxicologique ZebraBox. Les présentations qui vont suivre vont détailler le fonctionnement de ces instruments ainsi que vous montrer des applications menées dans le cadre de projets de recherche à l'aide de ces équipements. Bonjour à tous, je m'appelle Lise Dupont et je suis maître de conférence en écologie moléculaire à l'UPEC. Je suis la référente de l'automate de pipetage de la plateforme Pramix. Cette IP-Motion P5073 de chez Eppendorf est un système polyvalent d'automatisation de toutes les procédures de pipetage. La programmation de cet automate se fait grâce au logiciel IP-Blue qui est installé sur une tablette tactile. Cet automate est équipé de 3 têtes de pipetage, 2 outils de pipetage monocanal de 1 à 50 microlitres et de 20 à 300 microlitres et une tête à 8 canaux de 1 à 50 microlitres. Il est notamment bien adapté pour la préparation automatique d'amplification d'ADN par PCR au format 96 ou 384 puits. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Justy-Miller et je suis ingénieure d'études au sein du laboratoire IEES Paris. Je vais vous présenter le spectrofluorimètre incubateur de microplaques 96 puits, sa face FLX Xenus XM dont je suis la référente. Cet appareil a de nombreux avantages techniques puisqu'il est doté d'un double monochromateur qui est une technologie 100% R sans aucune fibre optique. Il a la possibilité d'introduire des conditions de poursuite de lecture sur plusieurs heures couplées à son système d'agitation, qu'il soit orbital ou linéaire, à vitesse et amplitude variables. L'expérimentation pourra être également thermostatée, aussi bien à froid comme à chaud, permettant un contrôle de la température variant de 5 à 60 degrés grâce au gaufrier. L'appareil est couplé à 2 injecteurs de réactifs automatiques permettant des injections programmables par pas de 0,1 microlitre. Le SAFAS est idéal pour tout type d'échantillon, qu'il soit hétérogène, turbide ou solide. Il permet une technique d'analyse en absorbance variant de 185 à 1000 nanomètres avec une précision de plus ou moins 0,2 nanomètres et une répétabilité de plus ou moins 0,01 nanomètres. En fluorescence, permettant une excitation de 230 à 900 nanomètres et une émission de 250 à 900 nanomètres avec une lecture par le dessus et ou le dessous. En bioluminescence, par de la flash et ou GROW avec une dynamique de 1 à 140 millions de coups par seconde grâce à un photomultiplicateur à comptage de photons de haute sensibilité. Le pôle biologique de Pramix est également équipé d'une plateforme de qPCR.
Alors la PCR amplifie l'ADN de façon exponentielle en doublant le nombre de molécules cibles à chaque cycle d'amplification. La PCR conventionnelle, qu'on appelle également en point final, est essentiellement utilisée pour amplifier l'ADN pour le séquençage, le clonage et son utilisation dans d'autres techniques de biologie moléculaire. En ce qui concerne la PCR en temps réel, qu'on appelle également qPCR, la quantité d'ADN est mesurée après chaque cycle à l'aide de fluorochrome qui donne un signal fluorescent proportionnel au nombre de molécules de produits PCR générés. Les données collectées durant la phase exponentielle de la réaction fournissent une information quantitative sur la quantité de départ de la cible d'amplification. Les reporters fluorescents qui sont utilisés en qPCR sont soit des molécules fluorescentes qui se fixent à l'ADN double brun, comme le cybergreen, soit des dyes attachés à des amorces PCR ou des sondes, comme les TACMAN, qui s'hybrident aux produits PCR pendant l'amplification. Le changement de fluorescence au cours de la réaction est mesuré par l'instrument qui combine la fonction thermocycleur avec la capacité de scanner l'émission de fluorescence. En représentant la fluorescence en fonction du nombre de cycles, un graphe d'amplification est obtenu qui représente l'accumulation du produit au cours de la PCR. Les applications de la qPCR sont multiples. Cela peut être la quantification d'ADN ou d'ARN, l'analyse de l'expression génétique, l'analyse de la variation génétique, le dosage de détection des mutations, l'analyse des micro-ARN et ARN non codants, ou encore des analyses protéiques. Sur la plateforme, nous avons deux machines, une QS3 avec 96 puits et un bloc Veriflex permettant de tester 3 zones indépendantes de température et une QS5 avec un bloc de 384 puits. Bonjour, je suis Claire Tarial du laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains et je vais vous présenter la Digital PCR. Le QX200 de Biorad est un ensemble d'appareils comprenant un générateur de gouttelettes et un lecteur, constituant la plateforme de Droplet Digital PCR installée sur Pramix en mars 2018. Avant la génération des gouttelettes, chaque échantillon est préparé comme une qPCR classique. Ici, le principe se base sur la partition d'un échantillon mélangé à du master mix de Digital PCR en micro-gouttelettes d'1 nanolitre enfermées dans une huile spéciale. Il est possible de préparer 8 échantillons en parallèle sur les cartouches spécifiques qui mélangent le mix et l'huile pour former 20 000 gouttelettes par échantillon. Au lieu d'avoir une réaction de PCR pour un échantillon, on va potentiellement en avoir jusqu'à 20 000, dans lesquelles seront réparties de manière aléatoire la séquence cible à amplifier, de l'ADN génomique et des inhibiteurs selon le type d'échantillon. Une fois les gouttelettes obtenues, les 8 échantillons sont transférés dans une plaque PCR. Il est possible d'utiliser les technologies de sonde à hydrolyse avec les canaux Vic et FAM ou l'Evagreen, un intercalant équivalent au Cyber, pour réaliser une PCR point final dans un thermocycleur standard. Les gouttelettes contenant la séquence cible et les oligonucléotides produiront donc de la fluorescence. Et l'amplification de la séquence d'intérêt se fait de la même manière que lors d'une réaction de qPCR, mais ici la lecture ne se fait pas en continu. Après amplification PCR de la séquence cible dans les gouttelettes, la plaque est placée dans le lecteur. Il va alors prélever le contenu de chacun des 96 puits de la plaque et chaque gouttelette passe devant un détecteur pour lecture de la fluorescence. Les résultats sont visualisables sur le logiciel sous forme de graphe 1D de la fluorescence de chacune des gouttelettes. Si 2 fluorophores sont utilisés en multiplex, les résultats sont visualisés sur un graphe 2D. L'analyse se fait selon le principe du nombre le plus probable en comptant les gouttelettes positives et négatives. Le logiciel Quantasoft utilise la loi de Poisson pour calculer la quantité initiale de cible en nombre de copies par microlitre. La Digital PCR couvre 5 logs, ce qui correspond à des concentrations allant de 0,25 copies à 5000 copies par microlitre.
Cette méthodologie permet une quantification absolue sans besoin de réaliser de gamme étalon. Elle permet également l'étude de variation du nombre de copies d'un locus par rapport à un locus de référence, mais aussi la détection de séquences rares comme par exemple des ADN circulants dans des cas de cancer. Il est aussi possible de faire de la RT Digital PCR pour l'analyse de l'expression de gènes ou de microRNA. Avant une analyse NGS, la Digital PCR permet de faire les quantifications de librairies précises. Et la partition en gouttelettes permet l'isolement de cellules pour de l'analyse en single cell. Cette technologie permet, dans le cadre de détection d'édition de génome, de réaliser de l'homology directed repair ou du non-homologous end joining généré par CRISPR-Cas9 et d'autres outils d'édition de génome. Les méthodes se sont principalement développées dans le domaine de la santé pour les diagnostics de cancer ou en prénatal par exemple, mais elles peuvent tout aussi être appliquées à des thématiques en environnement. Bonjour, je suis Fidji Sandré, doctorante au LESU en écotoxicologie, et je vais vous présenter la ZebraBox que j'utilise notamment dans le cadre de ma thèse. La ZebraBox est une chambre d'analyse automatisée pour la quantification de l'activité locomotrice des larves de poissons zèbres. Le système de caméra permet d'effectuer des tests comportementaux, et ces tests peuvent être réalisés sur plusieurs individus simultanément, permettant d'analyser les différents échantillons ou réplicas dans les mêmes conditions. Ces tests comportementaux non invasifs représentent une alternative intéressante pour évaluer les effets de l'exposition chimique ou des manipulations génétiques sur la physiologie ou le comportement des larves de poissons zèbres. Ils permettent de révéler un impact sur les individus voire les populations à des concentrations inférieures au seuil de toxicité des molécules. La chambre d'analyse est isolée de la lumière et des bruits extérieurs afin d'éliminer les possibles interférences et ainsi d'effectuer des tests les plus sensibles. La ZebraBox est également équipée d'un module chauffant permettant de contrôler la température tout au long de l'expérience et d'éviter ainsi des variations de comportement dues à un changement de température. Le module permet donc de faire des analyses de longue durée. Les paramètres de la ZebraBox sont modulables pour réaliser différents types de tests. Initialement, la ZebraBox est prévue pour induire des périodes de lumière et d'obscurité. Les transitions peuvent être progressives ou directes, et les périodes induites à des heures préprogrammées, par cycle ou par stimuli personnalisés, comme c'est le cas sur la première illustration. Un module de son à fréquence modulable a également été intégré grâce à un financement de la Faculté des sciences et technologies. Ce module permet d'analyser les réactions des larves face à des stimuli sonores ou des secousses mécaniques. Les différents tests permettent non seulement de quantifier le déplacement des larves, mais également d'évaluer leur comportement de fuite suite à un ou plusieurs stress. Bonjour, je suis Ruben Pigafrettas, maître de conférence à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris, dans l'équipe écophysiologie de la plante sous stress. Je vais vous présenter l'ensemble des instruments pour la caractérisation des organismes phytosynthétiques. Au sein de la plateforme Pramix, nous disposons d'un système d'analyse et d'acquisition de la fluorescence chlorophyllienne, le PAM 2500. Il s'agit d'un fluorimètre à lumière modulée de type PAM, permettant de réaliser des mesures de fluorescence chlorophyllienne, et ce, même dans des fortes conditions d'éclairement ambiant. Ce dispositif dispose de sa propre source de lumière LED rouge, afin de réaliser des mesures sous une intensité lumineuse allant jusqu'à 2000 micromoles de photons par mètre carré et par seconde, ce qui correspond à l'intensité maximale que l'on peut observer sous nos latitudes, notamment en été. Une large variété d'échantillons peuvent être analysés avec des feuilles de plantes ayant une surface minimale d'au moins 1,5 cm², avec la pince qui vous est présentée sur la figure en haut à droite. Mais également des organismes aquatiques comme les algues unicellulaires, grâce au dispositif qui vous est présenté en bas à gauche, ou encore des organismes fixés sur des surfaces comme les lichens, au travers du dispositif qui vous est présenté sur la photo en bas à droite. Selon l'application et la profondeur d'analyse souhaitée, ce fluorimètre permet de mesurer des paramètres standards tels que le rendement quantique maximal du photosystème 2, le EV sur FM, qui renseigne sur l'état physiologique des antennes collectrices de lumière, ou encore du quenching non photochimique, le NPQ, qui renseigne sur les mécanismes photoprotecteurs mis en place par la plante, notamment lors de stress environnementaux. Un certain nombre d'analyses avancées sont également possibles, telles que les courbes de réponse à la lumière, comme vous est présenté sur la figure de gauche. Ces courbes de réponse à la lumière permettent la mesure de la fluorescence chlorophyllienne sous différentes intensités lumineuses, et ce afin d'estimer des paramètres tels que le flux d'électrons maximal à travers les photosystèmes. Des cinétiques lentes présentées sur la figure du centre sont également possibles. Sont également possibles des cinétiques rapides qui
sont réalisables grâce à la haute résolution temporelle du PAM 2500 qui permet notamment de caractériser la montée polyphasique de la fluorescence par des mesures à des intervalles de l'ordre du 10 microsecondes. Je vais désormais vous présenter un deuxième appareil qui est complémentaire du PAM 2500, à savoir l'appareil d'échange gazeux CIRAS-3. Cet appareil est doté de 4 analyseurs infrarouges pour l'analyse du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. L'unité de contrôle ici sur l'image de droite permet de contrôler de manière très fine les paramètres microclimatiques à l'intérieur de la pince de mesure et permet notamment de réguler la température, l'humidité, le déficit en pression de vapeur d'eau, l'intensité lumineuse ou encore les concentrations en dioxyde de carbone dans la pince de mesure qui est reliée à l'unité de contrôle. Dans sa configuration classique, il permet de réaliser des mesures sur des feuilles de plantes ayant une surface minimale de 1,7 cm², mais des mesures sur un couvert végétal ou encore sur du sol nu sont disponibles au travers de modules dont nous disposons. Tout comme le PAM 2500, un certain nombre de mesures est possible, allant de mesures classiques à la volée comme une mesure de la photosynthèse nette, la conductance automatique ou encore de l'évaporation, mais également des mesures avancées dont certains exemples sont présentés ici. Il est ainsi possible de réaliser des courbes de réponse au CO2, où la photosynthèse nette est mesurée sous différentes concentrations de CO2, ici sur l'axe des abscisses. Ceci permet d'avoir accès à un certain nombre de paramètres biochimiques in vivo, comme la vitesse de carboxylation maximale de la Rubisco, mais également de la photosynthèse maximale ou encore du flux d'électrons maximal. Des courbes de réponse à la lumière sont également possibles, ainsi que des mesures de la respiration mitochondriale à l'obscurité et à la lumière. Grâce aux présentations des différents intervenants que vous venez d'entendre, vous avez pu découvrir les performances techniques des équipements du pôle biologique de la plateforme Pramix. Les diapositives qui vont suivre illustreront ces performances à travers des exemples d'applications sur des échantillons environnementaux. Je laisse la parole à mes collègues pour vous les présenter. Voici un exemple de dosage réalisé grâce au spectrofluorimètre SAFAS lors du projet européen ZELCOR. Grâce à cet appareil, nous avons pu analyser l'activité des enzymes oxydant la lignine chez différentes espèces de termites ayant un régime alimentaire différent. Ces enzymes sont présentes dans le tractus intestinal des termites. Les intestins contiennent les microbiotes recherchés. Sur l'histogramme de droite, nous voyons que selon le régime alimentaire des différentes espèces de termites, l'activité des enzymes oxydant la lignine est différente selon leur groupe de régime alimentaire. Les résultats sont exprimés en millimoles de phénol libérés par gramme de poids sec de termites par minute. Sur la plateforme Pramix, nous avons utilisé la QPCR et la technique de fusion haute résolution pour identifier moléculairement différentes espèces de vers de terre que l'on ne peut pas distinguer morphologiquement. L'identification moléculaire de variants génétiques basée sur l'analyse de fusion haute résolution se base sur les propriétés de la structure secondaire de l'ADN bicaténaire. Les mutations laissent une signature sur les températures de dénaturation de l'ADN. Sur la diapositive, nous voyons deux amplicons, jaune et rouge, qui se distinguent par une variation génétique dans leur séquence ADN. L'étude de ces températures de dénaturation de l'ADN permet de distinguer des variants génétiques et, par extension, d'identifier des espèces. Dans un premier temps, nous avons déterminé les températures de fusion théoriques pour les différentes espèces de vers de terre possibles à partir de données génétiques des bases de données. Puis, nous avons obtenu les courbes de fusion pour des échantillons qui avaient été prélevés dans différents parcs parisiens. Ce qui nous a ensuite permis d'identifier l'espèce d'appartenance de ces échantillons et ensuite d'analyser la distribution de ces espèces dans les parcs parisiens en fonction des caractéristiques environnementales. L'utilisation de la DPCR dans le domaine de l'environnement permet de s'affranchir des phénomènes d'inhibition et d'abaisser les limites de détection. La Digital PCR a été développée dans le domaine de la santé, mais les méthodes peuvent être appliquées au domaine de l'environnement.
Et par rapport aux études dans le domaine de la santé, ce qui va changer, ça va être les types de matrices, car en environnement, on va plutôt étudier le sol, l'eau, l'air ou les organismes vivants. La digital PCR peut alors servir à la détection d'OGM, de pathogènes ou de parasites. Elle peut aussi servir à rechercher des gènes d'intérêt ou des micro-organismes particuliers. Mais également, on peut l'utiliser pour la préparation des librairies pour du NGS. À ce jour, aucune analyse n'a pu être faite avec la digital PCR Pramix, mais nous sommes actuellement en train de monter un projet en collaboration avec Haute-Paris et Biorad afin de tester le kit de détection du Covid sur des échantillons d'eau usée. Ces échantillons ont déjà été analysés par Haute-Paris en qPCR par une méthode mise au point par Sébastien Burzer, et nous allons donc les passer en digital PCR avec le kit développé par Biorad afin de comparer les résultats des deux méthodes. Donc pour le moment, je ne peux pas vous présenter de résultats puisque nous n'avons pas commencé les tests, mais pour vous montrer un exemple de résultats possibles en digital PCR, j'ai choisi un article de comparaison de différentes méthodologies. Donc, digital PCR as a new approach to CNP genotyping sugar beets. Stevanato et Biscarini souhaitaient détecter le locus SNP BVBTC1 de l'exon 8 situé au nucléotide 79 qui permet de discriminer les plantes à floraison annuelle, notées PA, contenant dans leur séquence AA ou CA des plantes à floraison bisannuelle, notées PB, dont la séquence est CC. Donc pour cela, un morceau de feuille est prélevé et l'ADN est extrait pour réaliser l'analyse. Le but étant de sélectionner les plantes à floraison bisannuelle produisant plus de sucre. Dans cette étude, ils ont comparé 3 techniques, à savoir la qPCR, la HRM pour High Resolution Melting et la Digital PCR. Il faut savoir qu'en agronomie, les génomes de plusieurs individus sont mélangés pour réaliser les analyses. Puis si le lot contient des individus qui ne sont pas intéressants, l'analyse est refaite individuellement pour savoir quel plan éliminer. Cela permet de diminuer le nombre d'analyses. Donc pour cette étude, ils ont constitué 4 poules de 100 échantillons. Le B1 contient 10 génomes de plantes annuelles et 90 génomes de plantes bisannuelles. Le B2 contient seulement une plante annuelle et 99 bisannuelles. Le B3 est constitué de 100% de plantes bisannuelles et le B4 de 100 plants annuels. Dans chaque poule, les génomes sont en quantité équimolaire. En qPCR, tout d'abord, le locus PA est détecté en femmes, alors que le locus PB, donc bisannuel, est détecté en VIC. Sur le graphe, on visualise bien les séquences marquées par VIC en rouge en bas, pour les poules B1, B2 et B3, qui correspondent à 90, 99 et 100 individus de plants bisannuels. Pour les plants annuels détectés en femmes, on voit seulement le pool B4 constitué de 100 individus, mais pas les 10 et 1 individu des poules B1 et B2. Donc la qPCR ne permet pas de détecter l'allèle A quand les individus sont en petite quantité inférieure à 10% dans un pool de 100 individus. Pour l'analyse en HRM ou analyse des courbes de fusion, ils ont utilisé les mêmes poules. Donc l'analyse consiste à regarder les profils de température de dénaturation des molécules d'ADN double brin après amplification PCR des séquences d'intérêt. Lorsque la séquence diffère, la température d'hybridation change. Sur le profil, on distingue bien les pics différents pour les poules B4 en vert, qui est plus nette que pour les poules B1, B2 et B3 qui sont plus resserrées. Les courbes B2 et B3 en rouge sont trop proches pour être différenciées. La HRM permet donc de détecter l'allèle A quand il est présent à plus de 10% dans un pool d'individus. Mais dans ce cas, que permet de détecter la digital PCR ? Donc voici les graphes 2D des résultats de digital PCR, donc toujours avec les mêmes poules qu'ils ont passés en duplex. Donc ici, le pool B4 contenant uniquement des individus bisannuels sont marqués par VIC, donc en rouge, et en femmes pour les plants annuels en bleu, et on voit bien qu'ils forment 2 nuages distincts. Donc les points jaunes correspondent aux gouttelettes négatives en femmes et en VIC. Pour les poules contenant 1 ou 10 plants annuels pour 100, on voit apparaître les nuages de points bleus pour chacun de ces poules, ici cerclés en bleu. Donc le nuage bleu du pool B2 contient moins de points que celui du pool B1. Le logiciel Quantasop calcule alors les ratios qui sont très proches de l'attendu avec 9,7% pour le pool contenant 10% de plantes annuelles
et 1,1% pour le pool B2 contenant effectivement 1% de plantes annuelles. La Digital PCR permet donc de détecter des séquences rares en faible quantité dans un échantillon global et en même temps de faire de l'analyse SNP sur des échantillons environnementaux. La ZebraBox a par exemple été utilisée dans le cadre du projet Rouler Pur, associé à l'Observatoire des polluants urbains, afin d'évaluer l'efficacité de traitement d'eau de ruissellement de voirie par des ouvrages de dépollution végétalisée. La qualité de l'eau a été évaluée par des analyses chimiques qui ont été complétées par des tests écotoxicologiques sur la phase dissoute, car une réduction de la concentration ou une élimination de certaines substances n'amoindrit pas nécessairement la toxicité de l'eau. Plusieurs dispositifs utilisant des processus de décantation, filtration et adsorption ont été étudiés. Voici par exemple 2 dispositifs de traitement, un accotement filtrant et une noue filtrante. Nous avons réalisé des tests de stress de transition lumière-obscurité sur les larves de poissons zèbres et nous avons quantifié leur déplacement grâce à la ZebraBox. Les différentes périodes de lumière et d'obscurité sont visibles sur le premier graphique. Les analyses statistiques sur des périodes d'obscurité, et donc de stress, ont révélé une toxicité non seulement des eaux brutes, mais également des eaux de sortie de dispositif, ce qui confirme les résultats des analyses chimiques. Un certain nombre d'applications sont disponibles au travers de l'utilisation de l'analyseur d'échange gazeux, que ce soit en diagnostic environnemental portant par exemple sur l'impact des microcontaminants de l'environnement sur les organismes photosynthétiques, dont 2 exemples sont présentés ici. À gauche, vous pouvez observer une courbe de réponse au CO2 en réponse à des pics d'ozone. Nous observons bien sur le graphique que l'ozone provoque une diminution des performances photosynthétiques. Par l'analyse mathématique des courbes, il a été possible de démontrer que cela était lié à une diminution de l'activité de la rubisco, une enzyme clé dans la photosynthèse. À droite, vous est présentée une série de courbes de réponse à la lumière de plantes exposées à des doses croissantes de cadmium. Nous observons également une diminution des performances photosynthétiques, mais cette fois-ci liée à une perturbation des mécanismes photochimiques. Ainsi, les types d'analyse permis par cet appareil peuvent avoir des applications dans les domaines de la bioindication ou encore de l'amélioration variétale. Avant de conclure cette présentation, nous voulions vous parler des différentes offres de services que propose la plateforme Pramix à destination des académiques et des entreprises. Nous proposons des prestations d'analyse sur les différents équipements de la plateforme Pramix ainsi que des études de recherche et développement. Dans les 2 cas, cela passe par l'établissement d'une convention de partenariat avec l'Université Paris-Est Créteil. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche sur la diapositive si vous souhaitez réaliser une étude. Nous discuterons ensemble des modalités et de la faisabilité de votre projet et vous communiquerons les tarifs adaptés à votre demande. Notre offre comprend l'établissement d'un protocole d'analyse adapté à votre demande. Elle peut inclure des étapes de traitement des échantillons nécessaires avant les analyses, si celles-ci sont réalisables sur les différents équipements de la plateforme Pramix. Cela inclut également l'analyse de standards et l'établissement de courbes d'étalonnage pour la quantification et l'analyse qualitative et quantitative de vos échantillons. Nous aurons bien évidemment un suivi de la qualité des analyses ainsi que la rédaction d'un rapport d'analyse. La plateforme Pramix propose également 3 modules de formation continue appliqués à des échantillons environnementaux présentés sur cette diapositive. Un premier module visant à démontrer les apports du couplage de la chromatographie liquide et de la spectrométrie de masse pour l'analyse qualitative et quantitative d'échantillons environnementaux pour une durée de 2 journées et demie. Un second module d'initiation à la chromatographie en phase liquide pour une durée d'1 journée et demie. Et un 3e module d'initiation à la chromatographie en phase gazeuse pour une durée d'1 journée. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche sur la diapositive pour toute question relative à ces formations continues. Nous arrivons au terme de cette 2e édition des matinales de la plateforme Pramix consacrée au pôle biologique. Mais avant de passer aux questions, je vais laisser la parole à mon collègue Olivier Lauret qui va vous présenter le thème des prochaines matinales de la plateforme Pramix qui seront consacrées au pôle inorganique. Cette webinale touche à sa fin.
Nous vous remercions pour votre participation en espérant qu'elle ait répondu à vos attentes. Une troisième webinaire est en projet. Elle portera sur le pôle inorganique de la plateforme. Ces dernières années, Pramix s'est équipé de nouveaux appareils modernes et performants pour les analyses de composés inorganiques. À cette occasion, nous vous présenterons ce matériel ainsi que des exemples d'applications. Dans l'attente de cette rencontre, vous pouvez revoir les différentes webconférences sur la plateforme de l'OSU à l'adresse osu-effluve.u-pec.fr dans la rubrique Actualité. Pour toute question ou renseignement sur la plateforme, vous pouvez nous joindre à l'adresse suivante osu-pramix@u-pec.fr. Voilà, après cette présentation, est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Donc, du coup, nous vous invitons de nous les transmettre via le chat et on sera heureux de vous répondre. Claire, pour ta question, le plus facile, c'est que tu l'écrives par le chat, mais sinon, on peut aussi ouvrir le micro, hein, Emmanuel. Oui, on peut potentiellement ouvrir le micro, juste pas tous en même temps, mais la question a été posée dans le chat, Mathias. Ah oui, je vois. Mais du coup, je crois que Stéphanie n'est pas là. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut y répondre. Effectivement, Stéphanie n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais il y a peut-être parmi les personnes connectées des gens qui connaissent le système SAFAS et qui pourraient répondre à ta question. Sinon, j'ai une autre question pour Lise. Tu nous as présenté des courbes de fusion, mais est-ce que tu as utilisé les appareils en multiplexage et si oui, jusqu'à combien de fluorophores en parallèle tu as utilisé? Non, on n'a pas multiplexé, Claire. Donc, à tester. Il y a d'autres questions, n'hésitez pas.
s'il n'y a pas de réponse tout de suite, on va stocker les questions, on va vous répondre après. Dans tous les cas, vous avez les contacts des différents intervenants de ces webinaires qui s'affichent sur la diapositive qui est à l'écran en ce moment. Et de toute façon, pour toutes les personnes qui ont participé, qui étaient inscrites au webinaire, vous aurez d'ici, je pense, quelques jours, un lien qui va vous être envoyé, qui vous permettra de revisionner la présentation. Et donc, vous pourrez retrouver facilement les informations de contact des différentes personnes si vous avez des questions qui vous viennent plus tard ou des questions vraiment très spécifiques à poser à un intervenant en particulier. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions pour l'instant, Mathias. Ah oui. Bon, s'il n'y a plus de questions, nous allons terminer ces webinaires. Si vous avez encore des questions après, si vous voulez utiliser un de ces instruments, donc n'hésitez surtout pas à nous contacter avec les adresses contacts qui sont sur la dernière slide, avec l'adresse contact de l'USU. Et des intervenants pour ces webinaires. Donc, merci beaucoup pour la préparation de ce webinaire. Je pense que nous avons tous beaucoup appris sur les capacités de ces instruments et nous vous disons donc au revoir pour la prochaine session qui, comme nous avons dit, va porter sur le pôle inorganique. Merci beaucoup et à bientôt.